En 2005, Linus Torvald, le mec qui a créé Linux, le système d'exploitation qui a fait tourner 96% des serveurs dans le monde, tous les téléphones Android, la NASA, les voitures Tesla, ce mec-là s'est fait trahir. L'outil qu'il utilisait pour gérer le code de Linux lui a été retiré du jour au lendemain. Et sa réaction n'a pas été celle de négocier. En 10 jours, il a codé son propre outil de gestion de version de zéro et par pure colère. Cet outil, t'en as sûrement déjà entendu parler, il s'appelle Git. Plus de 100 millions de développeurs l'utilisent aujourd'hui. Celui sans lequel GitHub, GitLab et toute l'industrie du logiciel moderne n'existerait tout simplement pas. Ou alors si, mais de manière archaïque. Derrière cette histoire, il y a une guerre idéologique entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire. Un PDG qui pousse Linus à bout et une décision technique tellement en avance sur son époque que personne ne l'a comprise au début. Aujourd'hui, on va remonter toute cette histoire, de la crise qui a tout déclenché, jusque comment Git est devenu l'outil le plus indispensable du développement logiciel. Et même si vous connaissez Git, pas sûr que vous connaissiez cette histoire. Pour comprendre pourquoi Git existe, il faut d'abord comprendre le bordel monumental que c'était avant. Au début des années 2000, Linux c'était déjà un monstre. C'est le système d'exploitation open source le plus important du monde et je te renvoie ici à ma première vidéo ou à ma mini bande dessinée que j'ai faite sur Linux dont je te mets le lien dans la description et il y aura aussi une mini bande dessinée sur cette vidéo-là qui traite de Git. Bref, je disais, il y a des milliers de développeurs répartis sur tous les continents qui travaillent dessus en même temps. Et maintenant, devinez comment ces millions de développeurs géraient tout ce code? Par email. Oui, sérieusement, quand un développeur voulait modifier quelque chose dans Linux, il écrivait son bout de code, il créait ce que l'on appelait un patch, un fichier qui décrit les modifications, et l'envoyait directement à Linus. Linus, de son côté, recevait les patchs, les lisait un par un et décidait si c'était bon ou pas. Il les fusionnait alors lui-même manuellement dans le code principal. Il faut imaginer le truc, c'est comme si vous essayiez de construire un gratte-ciel avec 3000 architectes répartis dans le monde entier et que leur seul moyen de communication, c'était des lettres envoyées par la poste. Alors ça marchait quand Linux était petit, quand il y avait une poignée de contributeurs, mais en 2002, le noyau recevait entre 2 et 8 patchs par heure pendant les périodes actives. C'est un flux constant de modifications et Linus passait plus de temps à fusionner des patchs qu'à écrire du code. Lui, le créateur de Linux, était devenu un trieur de courrier. Et les outils de gestion de version qui existaient à l'époque, ils étaient nuls. CVS, c'était le standard. CVS pour Concurrent Versions System, et c'était lent, centralisé et pas du tout adapté à un projet de la taille de Linux. Centralisé, ça veut dire qu'il y a un serveur unique quelque part et que tout le monde doit se connecter à ce serveur pour y travailler. Mais si le serveur tombe, tout le monde s'arrête. Et pour un projet mondial avec des milliers de contributeurs, c'est un cauchemar. Subversion, un autre outil de l'époque, avait le même problème. C'était un CVS mais en mieux, mais toujours centralisé. Linus, lui, savait que ça ne pouvait plus durer comme ça. Il lui fallait un outil, un vrai outil, mais pas n'importe lequel. Et c'est aussi là que les ennuis commencent. En 2002, Linus a fait un choix qui va diviser toute la communauté open source. Il adopte BitKeeper. BitKeeper, c'est un logiciel de gestion de version créé par un mec qui s'appelle Larry McVoy. C'est un ancien ingénieur de Sun Microsystems, quelqu'un qui connaissait très bien le monde du développement logiciel, et McVoy avait créé quelque chose que personne d'autre n'avait à l'époque, un système de versionning distribué. Distribué, ça veut dire que chaque développeur a une copie complète de tout le projet sur sa machine. Il n'y a pas besoin de serveur central et chacun travaille de son côté et ensuite on synchronise. C'est fondamentalement différent de CVS ou Subversion et pour un projet comme Linux avec des milliers de développeurs partout dans le monde, c'était exactement ce qu'il fallait. Le problème, c'était que BitKeeper était propriétaire. C'est-à-dire que le code source de BitKeeper qui appartenait à McVoy et que personne ne pouvait le voir, le modifier ou le redistribuer. C'était donc un logiciel commercial. Et là, il faut comprendre pourquoi c'était si explosif à l'époque.
Linux, c'est le symbole du logiciel libre. C'est le projet open source le plus célèbre au monde. Son code est ouvert, n'importe qui peut le lire, le modifier, le distribuer. Et voilà que le créateur de Linux lui-même décide d'utiliser un logiciel ferme pour le gérer. C'est un peu comme si le président de Greenpeace décidait de rouler en SUV diesel. Techniquement, ça marche très bien, mais symboliquement, c'est un cauchemar. Richard Stallman, le père du mouvement du logiciel libre, le fondateur de la Free Software Foundation, était furieux. Pour lui, utiliser un outil propriétaire pour gérer un projet libre, c'était une trahison pure et simple. Et il l'a dit haut et fort, et Stallman a publiquement critiqué Linux à plusieurs reprises. Mais Linus, lui, il s'en fichait complètement. Et c'est là qu'on comprend un truc important sur Linus Torvalds. Ce mec, c'est pas juste un idéologue, c'est un ingénieur, un pragmatique pur et dur, et il a dit quelque chose du genre « Si votre outil libre était aussi bon, je l'utiliserais. Mais il ne l'est pas. » Et honnêtement, il n'avait pas tort. BitKeeper était objectivement meilleur que tout ce qui existait en open source à l'époque. Et de loin. Mais il y avait un piège dans la licence. McVoy avait accepté de donner l'accès gratuit de BitKeeper aux développeurs open source, sauf que la licence contenait des clauses très spécifiques. Notamment celle-ci, si tu utilises BitKeeper gratuitement, tu n'as pas le droit de travailler sur un logiciel concurrent et tu n'as pas le droit non plus de faire du reverse engineering sur BitKeeper. En gros, McVoy donnait un outil gratuit mais avec des menottes et toute la communauté fonctionnait avec ces mêmes menottes. Alors pendant 3 ans, ça a tenu. 3 ans où BitKeeper a fait le job. 3 ans où la communauté Linux était divisée entre ceux qui acceptaient le compromis pragmatique et ceux qui critiquaient la trahison. Mais un deal avec le diable finit toujours par se retourner contre vous. On est en mars 2005 et un développeur australien du nom d'Andrew Tridgell entre en scène. Tridgell, ou Tridge, comme on l'appelle dans la communauté, c'est pas n'importe qui. C'est un génie du reverse engineering, c'est lui qui a créé Samba, le logiciel qui permet à Linux de communiquer avec les réseaux Windows. C'est aussi lui qui a créé R5, un outil de synchronisation de fichiers utilisé partout dans le monde pour les transferts. Bref, c'est une légende du logiciel libre. Et Tridgell décide de jeter un œil au protocole BitKeeper. Pas pour le pirater, ni pour voler du code, son idée c'était de comprendre comment le protocole fonctionnait pour construire un client open source compatible. C'est ce qu'on appelle du Clean Room Reverse Engineering, une technique parfaitement légale dans la plupart des juridictions. Concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est connecté au serveur et il a tapé help. Littéralement, il a envoyé la commande help pour voir la liste des commandes disponibles. C'est tout. Pour Tridgell, c'était un acte complètement banal, trivial même. Mais pour Larry McVoy, c'était une déclaration de guerre. McVoy a considéré que Tridgell avait violé les termes de la licence et sa réaction a été nucléaire. Il n'a pas juste révoqué la licence de Tridgell, il a révoqué la licence gratuite de BitKeeper pour toute la communauté Linux. Tout le monde et d'un coup. Du jour au lendemain, les développeurs Linux n'avaient plus accès à l'outil qui gérait leur code. Et là, il faut comprendre les deux côtés de l'histoire. McVoy, de son côté, avait l'impression d'avoir été généreux pendant 3 ans en donnant son outil gratuitement et que la communauté le remerciait en essayant de cloner son logiciel. Il se sentait trahi et contractuellement, il avait la licence de son côté. Tridgell, lui, estimait que comprendre un protocole n'était pas du piratage et que le logiciel libre devait dépendre d'aucun outil propriétaire. Pour lui, c'était une question de principe. Et Linus, lui, dans tout ça, Linus, lui, était furieux. Mais pas contre McVoy, contre Tridgell. Dans des emails sur la Linux Kernel Mailing List, il l'a publiquement critiqué et Linus estimait que Tridgell avait saboté un arrangement qui fonctionnait, que c'était totalement irresponsable. Mais peu importe de savoir qui avait raison ou tort, le résultat était là. Linux n'avait plus d'outils de gestion de version. Et des patchs continuaient d'arriver toutes les heures. Et le plus gros logiciel de la planète était sans outil de versionning. C'est là que Linus fait ce que Linus fait de mieux. Le 3 avril 2005, Linus Torvalds s'assoit devant son ordinateur et au lieu de chercher un outil existant, au lieu de négocier avec McVoy, au lieu de perdre du temps en réunion et en discussion, il ouvre son éditeur de texte et commence à coder.
de zéro, un système de gestion de version complet. Mais avant de taper la moindre ligne de code, Linus avait déjà tout en tête. Il savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Et ça, c'est crucial pour comprendre pourquoi Git est si différent de tout ce qui existait avant. Linus a posé 5 principes fondamentaux. Premièrement, distribuer. Comme BitKeeper, et contrairement à CVS et Subversion, chaque développeur aurait une copie complète du projet et pas de serveur central, pas de point de défaillance unique. Si un serveur tombe, on s'en fiche et tout le monde a tout. Deuxièmement, rapide. Pas rapide du genre correct, rapide du genre instantané. Linus voulait que les opérations courantes prennent des millisecondes et pas des secondes. Parce que quand tu gères un projet avec des milliers de contributeurs, la moindre lenteur se multiplie par 1000. Troisièmement, protection contre la corruption. Chaque fichier, chaque modification, chaque commit dans Git est identifié par ce qu'on appelle un SHA-1. C'est une empreinte digitale de 40 caractères, seul un bit change vos données et le hash change complètement. Ce qui veut dire que quelqu'un qui modifie l'historique du code, même de manière infime, Git le détecte immédiatement. C'est un peu comme dans la blockchain. Quatrièmement, sécurité contre les modifications malveillantes. Personne ne doit pouvoir modifier l'historique en douce. Chaque commit est lié au précédent par son hash et c'est une chaîne. Modifier un maillon, c'est casser toute la chaîne. Cinquièmement, un modèle de données simple. Linus voulait que la structure interne de Git soit minimaliste. Pas de fioritures, juste 4 types d'objets. Des blobs pour les fichiers, des trees pour les répertoires, des commits pour les modifications et des refs pour les branches et les tags. C'est tout, et toute la puissance de Git repose sur ces 4 briques élémentaires. Avec ces principes en tête, Linus commence à coder. Le 7 avril, donc 4 jours plus tard, Git fait son premier commit. Et ce premier commit, c'est Git lui-même. Git versionne son propre code source. Le logiciel se gère lui-même. Si ce n'est pas de l'élégance, je ne sais pas ce que c'est. Le 18 avril, le système de merge fonctionne. On peut donc fusionner des branches. Et le 16 juin 2005, le noyau Linux est officiellement géré par Git, 2 mois et demi après le premier commit. Et le nom Git, Linus a dit, et je cite, « Je nomme tous mes projets d'après moi-même. D'abord Linux, maintenant Git, et pour ceux qui parlent anglais, Git en argot britannique, ça veut dire une personne désagréable, un imbécile, un abruti. » Linus, en fait, se moquait de lui-même. C'est son humour. D'ailleurs, dans le fichier README original de Git, il a écrit que le nom pouvait signifier « ce que vous vouliez ». Global Information Tracker quand ça marche pas, mais sous ce nom ridicule, sous cette autodérision, il y avait un outil qui allait changer le monde du logiciel. Il y a un détail important à comprendre ici. Linus a volontairement conçu Git comme un outil de bas niveau. Pas très user-friendly, pas très joli, pas très intuitif, et les commandes étaient cryptiques, l'interface inexistante, et c'était délibéré. Linus voulait que Git soit un fondement, une base solide sur laquelle d'autres pouvaient construire des interfaces plus accessibles, et lui construisait le moteur et pas la carrosserie. Et ça explique pourquoi Git a eu la réputation d'être difficile à utiliser au début. Parce qu'il n'était pas fait pour être utilisé directement par tout le monde, il était fait pour être correct, rapide et fiable. Le reste viendrait par les autres. Ok, mais pourquoi est-ce que Git gagne? Pourquoi est-ce que Git est devenu le standard et pas un autre outil? Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Pour comprendre pourquoi Git a tout changé, il faut comprendre ce qu'il y avait avant et en quoi Git est radicalement différent. La première révolution, c'est la distribution totale. J'en ai déjà parlé, mais il faut vraiment que vous compreniez ce que ça implique concrètement. Avec un système centralisé, comme SVN, il y a un serveur. Le serveur a le code et vous avez juste la dernière version. Si le serveur tombe en panne, c'est fini. Si vous n'avez pas internet, vous ne pouvez pas travailler. Si le serveur est piraté, potentiellement tout l'historique est compromis. Avec Git, chaque personne qui clone un projet obtient une copie complète de l'historique. Tout, chaque commit, chaque modification, depuis le premier jour. Votre ordinateur portable est un backup complet du projet. Et l'ordinateur de votre collègue aussi. Si un serveur tombe, on en désigne un autre et on continue. Il n'y a plus un point unique de défaillance. C'est comme la différence entre avoir tous vos documents dans un seul coffre-fort et avoir une copie de chaque document chez vous, chez votre avocat et dans 3 banques différentes. La deuxième révolution, c'est les branches légères.
Et ça, c'est peut-être le changement le plus important en termes de pratique quotidienne. Avec SVN, quand vous vouliez créer une branche, c'est-à-dire créer une copie parallèle de votre code pour travailler dessus, c'était littéralement un événement. Le système copiait littéralement tout le répertoire, donc ça prenait du temps, de l'espace disque et tout le monde devait être au courant. Avec Git, créer une branche, c'est instantané. Et littéralement instantané parce qu'une branche dans Git, c'est juste un pointeur. Un petit fichier de 41 octets qui dit que cette branche pointe vers ce commit. C'est tout. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Et ça a fondamentalement changé la manière dont les développeurs travaillent. Parce que quand tu crées une branche, ça ne coûte rien. Tu en crées une pour tout. Tu veux ajouter une nouvelle fonctionnalité, tu crées une branche. Tu veux corriger un bug, tu crées une branche. Tu veux tester une idée folle à 2 h du matin, tu crées une branche. Et si ça ne marche pas, tu la supprimes et c'est comme si rien ne s'était passé, il y a zéro conséquence. Ce concept a donné naissance à des méthodes de travail entières. Le Git Flow, inventé par Vincent Driessen en 2010, le GitHub Flow, le Trunk-Based Development, etc. Toutes ces méthodes n'auraient jamais existé sans les branches légères de Git. La troisième révolution, c'est le Staging Area, aussi appelé l'index. C'est un concept unique à Git qui n'existe dans aucun autre système de versionning majeur. Et l'idée, c'est qu'entre vos modifications et votre commit, il y a une petite zone intermédiaire et vous choisissez exactement quels changements vont dans votre prochain commit. Pas tout d'un bloc, fichier par fichier, même ligne par ligne si vous le voulez. C'est comme si, au lieu de mettre toutes vos courses dans un seul sac en vrac, vous aviez une table de tri où vous décidez ce qui va dans quel sac. La nourriture froide dans un sac, les aliments chauds dans un autre, les crèmes, les shampoings, les gels douche et tout ce qui est relatif à la salle de bain dans un autre. Alors dit comme ça paraît anodin, mais ça donne un contrôle énorme sur l'historique du projet parce que chaque commit peut être propre, précis et bien délimité. Et il y a un point technique qui mérite d'être mentionné. La plupart des systèmes avant Git stockaient des deltas, c'est-à-dire des différences entre les versions d'un fichier, version 1, puis les changements pour arriver à la version 2, puis les changements pour arriver à la version 3, etc. Git, lui, stocke des snapshots, des photos complètes de l'état du projet à chaque commit. Bien sûr, en coulisses, Git compresse et optimise pour ne pas gaspiller d'espace, mais conceptuellement, chaque commit est une image complète du projet à cet instant. Et ça rend les opérations énormément plus rapides parce que pour voir l'état d'un projet à un moment donné, Git n'a pas besoin de rajouter toute une chaîne de modifications, il a déjà l'image. Il faut aussi mentionner que Git n'était pas seul. Quasiment au même moment, en avril 2005, un autre développeur du nom de Matt McCall a créé Mercurial. Pour les mêmes raisons, à cause du même incident BitKeeper. Mercurial était un très bon outil, plus simple d'utilisation que Git au début, mais Git a fini par gagner, en grande partie par ce qui va se passer ensuite. Mais Git ne serait rien de ce qu'il est aujourd'hui sans un nom presque inconnu du grand public. Il y a un truc que personne ne sait à propos de Git. Linus Torvalds l'a créé, oui, mais Linus n'a jamais voulu maintenir Git à long terme. Son projet à lui, c'est Linux. C'est d'ailleurs le projet sur lequel il travaille encore aujourd'hui. Git, c'était juste un outil pour résoudre un problème urgent. Une fois le problème résolu, il souhaitait passer à autre chose. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En juillet 2005, à peine 3 mois après le premier commit, Linus passe le relais à un développeur qui s'appelle Junio C. Amano. Un développeur japonais-américain qui travaillait déjà activement sur le projet et Linus ne l'a pas choisi au hasard. Junio avait été l'un des premiers contributeurs, ses patchs étaient excellents et surtout, il avait cette qualité rare en ingénierie logicielle, la patience et la rigueur de maintenir un projet sur le long terme. C'est depuis ce jour, en juillet 2005, que Junio maintient Git. Plus de 20 ans de commits, de review de code, de correction de bugs, de nouvelles fonctionnalités et de gestion aussi de la communauté. Junio a pris ce que Linus avait créé, un prototype génial mais brut, et il l'a transformé en un outil robuste, fiable et industriel. La grande majorité du code de Git tel qu'on le connaît aujourd'hui a été écrite ou supervisée par Junio. Et pourtant, si vous cherchez qui a écrit Git sur Google, vous ne verrez qu'un seul nom, Linus Torvalds. Junio Amano n'apparaît quasiment jamais, c'est le héros invisible de cette histoire.
Linus a posé les fondations en 10 jours, Junio a construit la maison pendant 20 ans. Et aujourd'hui, il continue, il travaille chez Google dans l'équipe qui soutient le développement de Git et il reste le mainteneur principal du projet. Plus de 1500 personnes ont contribué à Git au fil des années, mais Junio est le noyau central depuis le début. Linus lui-même a dit que confier Git à Junio était l'une de ses meilleures décisions, et quand Linus Torvald dit ça de quelqu'un, c'est pas un compliment anodin. Junio, your work is Git outstanding. avait un outil solide et un mainteneur exceptionnel, il lui manquait juste un truc, être accessible au reste du monde. C'est là qu'on arrive à la confusion que presque tout le monde fait, et si vous la faites, c'est normal parce que les noms prêtent à confusion. Git, ce n'est pas GitHub. Git, c'est un outil, le logiciel créé par Linus, un truc en ligne de commande, austère, pas très accueillant. Mais GitHub, c'est la plateforme web construite par-dessus Git. C'est comme la différence entre un moteur et une voiture. Git, c'est le moteur, GitHub, c'est la voiture avec le tableau de bord, les sièges en cuir et le GPS. En 2008, 3 développeurs, Tom Preston Werner, Chris Wanstrat et PJ Yet, lancent GitHub. Leur idée est simple et pourtant géniale. Prendre Git, cet outil puissant mais intimidant, et lui mettre une interface web par-dessus. Un site où on peut voir le code, naviguer dans l'historique, créer des projets, jusque-là rien de révolutionnaire. Mais ce qui a vraiment fait exploser GitHub, c'est 2 choses. La première, c'est le concept de pull request. Ça n'existait pas dans Git et c'est une invention de GitHub. L'idée, c'est que n'importe qui peut copier un projet, le fork comme on dit, le modifier et ensuite proposer ses modifications au projet initial via une pull request. Le propriétaire peut voir les changements, en discuter, demander des modifications et finalement les accepter ou les refuser. C'est un système de contribution structurelle et ça a complètement démocratisé la contribution open source. Avant, si vous vouliez contribuer à un projet open source, il fallait connaître les bonnes personnes, comprendre les bons protocoles, envoyer les patchs par email au bon format. C'était un monde d'initiés. Avec les pull requests, n'importe qui pouvait contribuer à n'importe quel projet en quelques clics. La deuxième chose, c'est que GitHub a transformé le code en un objet social. Avec des profils développeurs, des étoiles sur les projets, des followers, des contributions affichées, des graphiques, GitHub a rendu le code visible. Votre profil GitHub est devenu votre CV de développeur, les recruteurs regardent votre GitHub peut-être même avant votre LinkedIn, et aujourd'hui c'est devenu un réseau social du code. Et la croissance a été délirante, 1 million d'utilisateurs en 2011 et 10 millions en 2013. Il y a 3 ans, en 2023, il y avait 100 millions d'utilisateurs. Et puis il y a le twist. En 2018, Microsoft rachète GitHub pour 7 milliards et demi de dollars. Et oui, Microsoft. Il faut une seconde pour apprécier l'ironie. Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, avait publiquement dit en 2001 que Linux était un cancer. Microsoft a passé des années à combattre le logiciel libre et voilà que Microsoft rachète la plateforme construite sur l'outil qui a été créé pour gérer Linux. Bon, pour être tout à fait juste, sous Satya Nadella, le PDG depuis 2014, Microsoft a fait un virage à 180 degrés sur l'open source. Aujourd'hui, Microsoft est l'un des plus gros contributeurs open source au monde, mais quand même, l'ironie historique est savoureuse. Il faut aussi mentionner que GitHub n'est pas seul. GitLab, fondé en 2011, est le principal concurrent avec une orientation plus DevOps, tout comme Bitbucket. Mais GitHub reste de loin la plateforme dominante. Et l'impact de tout ça a dépassé tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Prenons un peu de recul pour mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé. Selon le Stack Overflow Developer Survey, plus de 95% des développeurs professionnels dans le monde utilisent Git. C'est un quasi-monopole. Et dans le monde du logiciel, où il y a un outil pour chaque tâche et 20 options différentes sur chaque sujet, arriver à 95% d'adoption, c'est presque un miracle. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que Git a dépassé le code. Des gouvernements utilisent Git pour versionner des lois.
L'idée, c'est que chaque modification de texte de loi est tracée, une version est conservée et on peut voir qui a modifié quoi et quand. Le gouvernement allemand, par exemple, a exploré cette approche. Le projet GovTrack aux États-Unis utilise Git pour suivre les modifications législatives. Il y a aussi des écrivains qui utilisent Git pour gérer leur version de leurs manuscrits, des data scientists qui l'utilisent pour suivre l'évolution de leurs modèles et de leurs datasets. Il y a des designers qui l'utilisent pour versionner leurs fichiers de conception. Git est devenu un outil de pensée. Le concept de branche, de merge, est entré dans le vocabulaire courant, même chez des gens qui n'ont pourtant jamais écrit une ligne de code. Et l'impact sur l'industrie est absolument colossal. Tout le mouvement DevOps, c'est-à-dire l'intégration entre le développement et les opérations, repose fondamentalement sur Git. L'intégration continue et le déploiement continu, ce qu'on appelle la CI/CD, c'est le processus qui permet de tester et déployer du code automatiquement à chaque modification. Et tout ça a commencé par Git. À chaque push sur Git, des pipelines automatiques se déclenchent, testent le code, le déploient. Et sans Git, il n'y a pas de CI/CD moderne. Le concept de GitOps, inventé en 2017, va encore plus loin. L'idée, c'est que Git devient la source de vérité pour toute l'infrastructure. Pas juste pour le code, mais pour les serveurs, les configurations, les réseaux, etc. Tout est décrit dans des fichiers versionnés par Git. Vous voulez modifier l'infrastructure, vous faites un commit. Vous voulez revenir en arrière, vous revertez ce commit. Et puis, comme je l'ai dit, il y a l'open source. Sans Git et sans GitHub, des projets comme React, TensorFlow, Kubernetes, Vue.js n'auraient jamais eu l'échelle qu'ils ont aujourd'hui. La facilité de contribution apportée par Git et par GitHub a permis à des projets de passer de quelques contributeurs à des milliers. Et l'effet domino est vertigineux. Le noyau Linux lui-même, le projet qui a donné naissance à Git, reçoit environ 4300 commits par cycle de release de 2 mois. C'est un flux constant de modifications géré avec l'outil qui a été créé pour résoudre exactement ce problème. C'est magnifique. Git a même changé le langage des développeurs. Fais un git pull, j'ai push mes changements, tu peux check out la branche, Git est devenu un verbe. Et quand un outil logiciel devient un verbe dans le langage courant, c'est qu'il a atteint un niveau d'ubiquité rare. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Il a construit quelque chose qui a changé la façon dont des millions de personnes créent des logiciels. Quelque chose que Junio Amano a patiemment amélioré pendant 20 ans. Quelque chose que des millions de développeurs utilisent chaque jour. Et tout ça parce qu'un mec en Australie a tapé Help dans un terminal. Alors si on prend du recul, cette histoire nous apprend plusieurs choses. D'abord que la dépendance à un outil propriétaire est un risque. La communauté Linux l'a appris de manière la plus dure possible. Que vous construisiez quelque chose d'important, un outil que vous ne contrôlez pas, que vous êtes à la merci de quelqu'un d'autre, la leçon aujourd'hui a été retenue. La communauté open source est beaucoup plus vigilante sur ce sujet. Tu as sûrement déjà entendu dire ton collègue de travail, j'aimerais qu'on ne soit pas dépendant de Stripe, de cette librairie, de ce langage, etc. Ce qu'on a appris aussi, c'est que la frustration peut être un catalyseur de génie quand elle est canalisée. Linux était en colère, mais au lieu de passer cette colère sur des emails incendiaires, enfin, il y en a quand même eu quelques-uns, il l'a canalisée dans la création. 10 jours est un outil qui change le monde. La colère n'est pas toujours destructrice, parfois ça peut être le carburant le plus puissant qui existe. Et d'ailleurs, Git n'est pas un cas isolé. JavaScript a été créé en 10 jours par Brendan Eich en 1995 sous la pression d'une frustration. Python naît de la frustration de Guido van Rossum avec le langage ABC. Les meilleurs outils naissent souvent de vrais problèmes et de vraies frustrations. Pas de réflexion théorique dans un labo. Enfin, on a appris aussi que le mainteneur compte autant que le créateur. Linus allume l'étincelle et Junio a entretenu la flamme. Les deux sont indispensables et si vous retenez un seul nom de cette vidéo, faites en sorte que ce soit Junio Amano parce qu'il le mérite et que Linus est déjà bien connu. Aujourd'hui, Linus utilise toujours Git et Git fonctionne toujours sur les principes qu'il a posés en 10 jours de colère en avril 2005. 20 ans plus tard, le cœur n'a pas changé et ça c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse faire à un logiciel. Et si vous avez appris quelque chose dans cette histoire, qu'elle vous a surpris, un like, un commentaire, ça prend une seconde et ça aide vraiment la chaîne, d'autant plus que je suis vraiment à mes débuts, ça me motivera beaucoup.
Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-là, des histoires de technologie, de création, de gens brillants qui font des trucs de dingue, abonnez-vous. Et si vous voulez revivre toute cette histoire en images, j'ai fait une bande dessinée sur toute l'histoire de Git et le lien est dans la description. Et on se retrouve très vite.